Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde émission consacrée au métier du jeu, de la création à l'édition. Avec à mes côtés Benoît Forger, des éditions Spaceco. Bonjour Benoît. Mathieu Aubert, des éditions Libellude. Et Romaric Gallenier, auteur de jeux de société. Et quelque part dans le public, Jean-Louis Roubira, auteur de jeux de société également, et du non moins célèbre Dixit, qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau. J'en profite pour remercier les partenaires qui sont à l'origine de cette émission, qui fait suite à la résidence des auteurs de jeux dans les lycées de Venours à Rouillé dans la Vienne et de Perrochon à Parthenay dans les Deux-Sèvres, résidence d'auteurs de jeux à laquelle Romaric Gallenier a participé pendant 2 semaines pleines et qui nous permettent aujourd'hui de faire le lien entre ce travail de création des lycéens vers finalement les métiers du jeu avec l'édition, des vrais métiers, au même titre que dans le livre. Et tout de suite, je vais poser une première question à Mathieu Aubert. Commencez par vous, Mathieu. Aujourd'hui, que représente le secteur du jeu de société, le marché du jeu de société? Ok. Donc il faut savoir que le marché du jeu de société, c'est un pan du marché du jouet dans les analyses statistiques. On parle aujourd'hui d'un chiffre d'affaires sur la France entre 650 et 700 millions d'euros par an. Euh, les réseaux de distribution sur le jeu de société, ils sont à 3 niveaux. On va avoir les réseaux hyper spécialisés, donc toutes les boutiques de centre-ville. On va avoir ensuite les GSS, c'est les multispécialistes type Fnac, Cultura, King Jouet et consorts. Et enfin les grandes surfaces alimentaires qui sont un marché sur lequel nous, on est un petit peu moins. Et c'est vers là qu'on pourrait être en croissance. Et c'est à peu près combien de sorties en moyenne en France de nouveaux jeux de société par an? On parle d'un millier de sorties par an, bon an, mal an. Ça tend vers beaucoup d'éditeurs et distributeurs qui essayent de faire moins mais mieux, mais c'est toujours en croissance parce qu'on a toujours beaucoup de nouveaux entrants. Et justement, Benoît Forger, ces chiffres sont intéressants. Et est-ce qu'on est encore loin des autres secteurs culturels ou on s'en rapproche? On s'en rapproche parce que le milieu du jeu de société est quand même en expansion. Après, on a encore de, de la marche à faire, hein, parce que le secteur du livre est beaucoup plus important, hein. Je crois qu'on est sur un chiffre d'affaires de entre 3 et 4 milliards d'euros sur 2020. Enfin, c'est un truc assez important. Mais l'accélération, enfin, le jeu de société va plus vite que les autres secteurs culturels en leur temps. C'est-à-dire que je pense que, bon, après, il y a tout le phénomène Internet, etc., qui a fait que ça s'est certainement accéléré. Mais il y a une croissance assez importante, même si donc il y a beaucoup de concurrence, et donc il y a de plus en plus de jeux, et il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses, pour le coup. Donc voilà. Et là, d'un point de vue volume, j'ai cru comprendre que la consommation, notamment de jeux de société pendant le contexte Covid, avait Ah doublé oui, par rapport aux clairement. années précédentes. Oui, clairement, 2020, en tout cas, a été une grosse année, non seulement pour le jeu de société, mais aussi pour la BD, le livre, enfin pas mal de produits culturels, hein, qu'on pouvait pratiquer chez soi, en définitive. Donc maintenant, pour le jeu de société, on n'attend pas qu'il pleuve pour y jouer. On peut aussi y jouer en temps de pandémie. Donc, non, mais ma blague mise à part, c'est quand même ça a été une grosse année 2020, alors que tout le monde pensait effectivement que ça serait une catastrophe. Ce qui n'a pas été le cas, pour le coup. Oui, à titre de comparaison, le secteur du livre en France, c'est 5000 nouveautés par an. Et le jeu de société, c'est 1000 nouveautés par an. Donc on voit bien qu'il y a encore un gap entre les deux à franchir. Et en même temps, on sent qu'il y a une vraie professionnalisation au sein du secteur, et encore peut-être plus ces dernières années. Justement, Mathieu, Benoît, globalement, est-ce qu'on peut dire que le secteur du jeu donc, se porte bien, mais vraiment bien, ou comme tu le disais Benoît, comme vous le disiez Benoît, il y a encore des efforts à faire pour progresser, et à ce moment-là, sur quel domaine? Enfin, on est sur un secteur qui est en croissance depuis de nombreuses années. Effectivement, l'effet Covid a été extrêmement positif. On parle de entre plus 10 et 20%, plus 20% sur le marché. Donc oui, comme disait Benoît, c'est en très grosse croissance par rapport à d'autres secteurs. Donc de là à les rattraper, on a encore notre temps à faire. Et sur l'autre point de la question, oui, c'est un marché qui se professionnalise. Il y a beaucoup plus de grosses structures et de petits nouveaux entrants. D'où l'importance du volet formation, parce que là, on est dans une période où les gens qui ont monté des boîtes d'édition sont des autodidactes, hein, pour la plupart. Donc, comme le dit Mathieu, il y a une professionnalisation. Et maintenant, il y a aussi le futur peut-être à envisager, avec des volets plus professionnels de formation qui vont prendre leur lait après nous, une fois qu'on sera décédé. Mais, mais c'est ça l'idée aussi, c'est que là, on est encore sur pas mal d'entre nous, moi j'en fais partie, hein, de gens qui ont appris sur le tas, bien entendu, hein. Et justement, pour qu'un jeu arrive un jour dans un foyer, derrière on a donc l'éditeur, et avant l'éditeur on a le créateur. Et donc j'en profite pour faire le lien avec Romaric Gallenier qui est avec nous, qui est notamment l'auteur de Magic Rabbit
et de casting ou encore même de profiler, de mouton et de bien d'autres encore. Romaric, donc, comme on le disait tout à l'heure, qui avec le support de la région Nouvelle-Aquitaine est intervenu dans 2 lycées ces derniers mois pour aider les lycéens à créer des jeux de société de A à Z avec tous les processus que ça engage bien évidemment. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du jeu, Romaric? Comment est-ce que vous avez eu envie de créer votre premier jeu de société? Je pense que c'est beaucoup le tissu associatif là où j'habitais à l'époque, c'était à Toulouse. Je suis toujours dans la région toulousaine, mais j'habite plus à Toulouse même. Et donc à Toulouse, il y a un gros tissu associatif lié aux jeux de société. Donc il y a beaucoup d'associations de joueurs. Il y a aussi des ludothèques, il y a un festival qui coordonne un peu tout ça. Et je pense que concrètement, oui, le festival Alchimie du jeu de Toulouse m'a pas mal aidé à mettre le pied à l'étrier, m'a donné envie en tout cas. Et puis aussi permis de toucher du doigt un peu le grand milieu de l'édition, enfin, de voir que c'était un secteur dynamique. Je pense que aussi le gros apport ces dernières années, ça a été les collectifs d'auteurs. Enfin, en tout cas pour moi, l'un des premiers collectifs d'auteurs, je crois que c'était à Lyon. Et quand on les a vus se monter à Lyon, on a senti qu'il y avait quelque chose de pertinent à faire là-dessus. On a essayé de reproduire un peu le même modèle à Toulouse. Donc on s'est organisé entre auteurs de jeux, ce qui permet un peu de s'entraider, de rationaliser le processus de création. Et on voit que maintenant, ceux qui se professionnalisent, les auteurs de jeux qui se professionnalisent, c'est ceux qui sont un peu dans une démarche de travail, de co-création, ou alors il y a des sortes de mini-studios qui se créent. Donc, je pense par exemple à la Cafetière ou à la Tanière à Lyon. Voilà, et c'était un peu tout ce secteur qui a bougé. Et maintenant, il y a de l'espace pour des gens à se consacrer à temps plein à cette activité. Alors justement, Romaric Gallonier, quand on a son petit prototype sous le bras en tant qu'auteur de jeu, à succès ou non, quelles sont les étapes en tant qu'auteur une fois qu'on a ce prototype sous le bras? Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour aller on va trouver un éditeur, on frappe à sa porte et on voit ce qui se passe? Comment ça se passe? Oui, alors on peut faire comme ça. Alors justement, il y a eu un document récemment de la Société des auteurs de jeux qui conseille en fait les jeunes créateurs dans la marche à suivre. Une fois qu'on a un prototype, qu'est-ce qu'on fait? Et il conseille donc parmi 7 possibilités d'avoir au moins 4 de cocher 4 cases parmi les 7, c'est-à-dire présenter son jeu en festival, en ludothèque, en bar à jeux, etc. Enfin, l'idée, c'est de le montrer au maximum en dehors de son cercle privé pour avoir des retours de joueurs, savoir si le jeu n'existe pas déjà sous une autre forme, savoir s'il est suffisamment original et pertinent pour être présenté ensuite à un éditeur. Donc la recherche d'éditeur, pour moi, elle arrive au moment où le jeu a passé un peu ces étapes-là. Voilà, concrètement, rechercher un éditeur, c'est pas compliqué. Hein, ça peut être envoyer son jeu par mail à une boîte d'édition. C'est pas forcément la meilleure façon de faire. Moi, personnellement, je préfère de loin rencontrer les gens sur les festivals, d'avoir un contact humain. Je trouve que c'est plus facile pour faire passer l'intention qu'on a dans un prototype de jeu. Après, sur les conseils, je dirais aux gens de se rapprocher d'un collectif d'auteurs vers chez eux ou de participer à des festivals qui existent un peu partout sur le territoire. Donc là, on a entendu un petit peu le parcours de l'auteur à destination de l'éditeur. Mais ensuite, une fois que le jeu de société, le prototype, arrive dans les mains de l'éditeur, il y a un métier, voire même plusieurs métiers. Benoît, Mathieu, qu'est-ce que c'est éditeur de jeu? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On joue à des jeux? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais pas que. Non, effectivement, c'est l'intérêt du métier d'éditeur de jeux de société, plus spécifiquement, c'est d'avoir tout un tas de métiers à l'intérieur. Parce que le jeu en lui-même sollicite plein de pans éditoriaux. Donc, effectivement, il faut du contenu rédactionnel, il faut du développement mécanique en compagnie des auteurs du jeu, il faut de la direction artistique, donc faire appel à un illustrateur ou une illustratrice pour mettre des visuels sur les jeux. Donc, ça demande un travail de direction artistique. Un travail de production aussi, parce que le jeu, il faut le faire fabriquer. Donc, il faut des devis, il faut connaître les usines, etc. et toutes les normes qui existent. Je vous passe la compta et tout l'aspect hyper drôle.
Mais oui, c'est vraiment éditeur, c'est un métier dans lequel, enfin, qui réunit beaucoup de professions. Et pour reprendre l'exemple du théâtre, un peu, il y a les auteurs de pièces de théâtre, hein, qui sont un peu les auteurs de jeux. Et on va dire que l'éditeur, c'est non seulement le metteur en scène, mais aussi le producteur, celui qui chapeaute tout, qui fait le lien entre tous les intervenants. Donc, il peut y avoir beaucoup d'intervenants, effectivement. Donc, l'image, c'est un peu ça. Ouais, le réalisateur, si on était dans le cinéma, et le producteur, évidemment. Et d'autres métiers, j'imagine, dont on parle peut-être un peu moins, mais qui sont présents, comme chargé événementiel, traducteur, etc. Mathieu, vous voulez compléter? Oui, bah, je rejoins pas mal Benoît sur les métiers qu'il a pu évoquer, mais effectivement, beaucoup de travail, notamment autour du game design et de l'ergonomie, et puis beaucoup de travail sur du marketing, le positionnement du jeu, le positionnement du produit, qui va être la cible, qu'est-ce qu'on va en faire. Et ensuite, beaucoup de tests, beaucoup d'allers-retours, tout ça en lien avec les auteurs de manière assez régulière. Et après, un travail avec les distributeurs d'implantation pour la suite. Et donc, par la suite, une équipe marketing avec de la communication et de l'événementiel, oui. Oui, parce qu'une fois que le jeu est signé, donc chez l'éditeur, il y a tout un travail qui s'enclenche, un travail éditorial avec une chaîne de production et un travail, on imagine aussi assez proche de l'auteur régulièrement. C'est pas juste l'auteur donne son jeu et puis on voit quand le jeu est fini. Ouais. Faut parler d'entre 6 et 18 mois de développement, de vie d'un projet chez un éditeur, donc c'est un processus qui est extrêmement long. Et oui, la plupart se fait en lien avec l'auteur. Donc, comme je disais, sur la partie game design, mécanique et ergonomie, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille main dans la main avec l'auteur, où on est en ping-pong, où on le sollicite parfois sur de la mission. Et sur d'autres pans qui sont plus éditoriaux, donc on est toujours dans l'échange et participation avec l'auteur, mais on apprend aussi à se faire confiance. Il faut savoir aussi qu'on est. Nous, on a. Enfin, moi, mon studio d'édition est sous la coupe Asmodée, hein, dans le groupe Asmodée. Et il y a une certaine élasticité dans la mesure où Asmodée est un grand groupe. Mais nous, en tant que studio et même d'autres éditeurs, nous travaillons encore de façon assez artisanale, finalement. On n'a pas forcément des grosses équipes, en tout cas pas autant de personnes que dans le jeu vidéo, clairement pas. Et on découpe encore nos prototypes à la main de temps en temps. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une façon artisanale de faire ce métier qui reste à échelle humaine finalement. Même si nos jeux se vendent à l'international dans 20, 30 pays, mais ça part de l'artisanat en fait, presque. Oui, et d'ailleurs, Benoît, tant qu'on vous a sous la main, il y a quelques étapes aussi avant l'arrivée en boutique, c'est-à-dire qu'une fois que ça sort du fabricant et que ça arrive vers les boutiques, je crois qu'il y a tout un travail de communication qui s'opère. Oui, en fait, nous, c'est pour ça on est toujours en décalage par rapport aux joueuses et joueurs et à nos clients finaux finalement. Parce qu'une fois qu'on a envoyé les fichiers en fabrication, le jeu en fabrication, nous, c'est la période durant laquelle, alors on a pu commencer avant, mais durant laquelle la communication et le marketing prennent le relais pour préparer l'arrivée du jeu, en fait. Donc, ça peut être 4-5 mois en général, mais enfin, ce genre d'étapes peuvent précéder aussi l'envoi des fichiers finaux. Mais c'est vrai que nous, on a un décalage par rapport à tout le monde, en fait, quoi. Parce qu'une fois qu'on a bouclé un projet, en fait, quand il sort, je dis pas qu'on n'a plus rien à faire, mais il doit faire sa vie, le jeu. On lui apporte encore du soutien en communication et marketing, mais le gros du travail était fait, qu'il plaise ou qu'il plaise pas. S'il plaît, tant mieux. Mais oui, on a un décalage dans le temps par rapport à ça. Oui. Et justement, vous avez l'occasion de participer à différentes aventures éditoriales dans différentes structures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos différents parcours? Alors moi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'ai décidé. Non, bon, ok. Moi, j'ai toujours, enfin, à partir du collège, j'ai joué au jeu de rôle quand c'est arrivé. Enfin bon, bref, je suis tombé un peu dedans quand j'étais un peu plus jeune. Et donc, à un moment, je me suis mis à écrire. Je suis devenu chroniqueur pour certains magazines de jeux de société à titre bénévole. Donc, Plateau Magazine, Ravage Magazine et Sci-Fi Universe, un site pas seulement sur le jeu de société. Et m'est venue l'idée un jour de vouloir travailler dans le jeu de société. Donc, je suis allé chez Libellude, j'ai parlé avec Régis, le patron de Libellude de l'époque. Et donc, je suis devenu chef de projet. En même temps, j'ai été pendant quelques années, presque une dizaine d'années, jury au Trophée Flip éditeur. Et sous différentes casquettes pour le coup, parce que j'ai commencé comme chroniqueur de magazines spécialisés, ensuite comme chef de projet chez Libellude. J'ai quitté Libellude à un moment et j'ai décidé de monter ma boîte, Purple Brain, qui a lancé la gamme Contes et Jeux, hein, pour laquelle elle était un peu réputée, on va dire. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, on est en quelle année 2021, ouais, à peu près.
Asmodée, justement, m'a fait une proposition de rachat. Donc, j'ai revendu ma boîte à Asmodée. Donc, moi, avec, parce que j'étais tout seul dans l'aventure Purple Brain. Et c'est pour ça que je dis que j'ai appris. Il y a une forme. Enfin, j'étais autodidacte sur pas mal de pans. Même si j'avais un réseau et que j'ai appris chez Libellude comment éditer, toute la partie graphique, c'est moi qui m'en occupais. J'ai appris sur le tas. Le maquettage des jeux, c'était moi qui le faisais. Tout le reste, en fait, l'événementiel, tout. Donc, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix, mais c'est une super école, en fait. Faut être tenace. Parce on a souvent des déconvenus, mais il faut être tenace et ça paye, entre guillemets. Et donc, depuis le rachat d'Asmodée, moi, je suis devenu directeur de studio pour 2 studios, donc Purple Brain, mon ancienne boîte, et Spaceco, le studio jeux pour enfants d'Asmodée, sur les 4-7 ans. Donc voilà. Aussi, Mathieu Aubert, couteau suisse un petit peu. Oui, aujourd'hui, de fait et par obligation. J'ai eu un parcours un peu différent. Moi, sur le parcours scolaire, j'ai fait un master en marketing stratégie à Poitiers, à l'IAE. J'étais administrateur pendant quelques années et j'ai rejoint Libellude un peu par hasard en rejoignant d'abord une asso de jeux et en rejoignant des soirées de test de prototypes chez Libellude. Et on a sympathisé avec Régis. Il y a 2 ou 3 festivals de Cannes où je suis allé animer pour eux. Et à un moment de l'histoire, il m'a proposé de rejoindre l'équipe. Donc c'était il y a 6 ans. Et moi, pour le coup, c'est ma première expérience dans le milieu ludique, mais j'y suis toujours. Et de la même manière que Benoît pour les Spaceco, Libellude a été racheté par Asmodée il y a 1 an et j'ai pris la direction de Libellude à ce moment. Des parcours vraiment différents et proches en même temps, où on entend bien le côté artisanal et sans formation, mais peut-être qu'un jour on aura plus de formation en France. Dans une autre émission ou en off, Galonier évoquait les formations qui existent dans le domaine du jeu vidéo, où on aborde le design de jeux de société et même les contraintes par rapport aux univers numériques fermés, qui sont les univers à développer. Et donc on a les mêmes contraintes tellement dans le jeu de société, sauf que on n'est pas du tout sur une édition que numérique, on va sur une édition aussi qui est physique à l'arrivée. Et donc ça impose encore d'autres métiers, d'autres contraintes. Ouais, je rejoins Benoît sur ce qu'il disait tout à l'heure. Là. C'est le moment d'avoir des cursus sur de l'édition de jeux de société. On a besoin de ça, on a besoin d'accompagner la professionnalisation et de redonner un souffle. Oui, pour ajouter à ce qu'a dit Mathieu, pendant un temps, enfin tout au début, on va dire, tout le monde faisait ça un peu à l'arrache, entre guillemets, pour parler de manière familière. Et au fur et à mesure, Libellude, Repoprod, etc., on commençait à recruter des gens qui étaient spécialisés dans leur domaine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc le volet professionnalisation, il est arrivé par là. Et effectivement, pour prendre le relais de tout ça, du côté autodidacte, il faut qu'il y ait des gens qui soient formés pour envisager le futur, en fait, tout simplement, du métier d'édition, dans l'édition du jeu de société. Aujourd'hui, on va chercher beaucoup de gens des milieux culturels sur de l'édition du livre, sur d'autres métiers de l'édition, donc ils sont effectivement spécialistes de la fabrication, spécialistes du chef de projet, spécialistes édition, mais pas sur le jeu de société. Donc il y a une formation un peu sur le tas, en interne à mettre en place, et on pourrait gagner du temps et on pourrait gagner des compétences. Et entre le travail d'éditeur, dans le travail d'éditeur, il y a aussi la recherche de jeux de société, de nouveaux jeux de société. Donc on a vu comment la société des auteurs de jeux, à travers Romaric, propose des recommandations de cases à cocher pour faire connaître son jeu et éventuellement être repéré par un éditeur. Mais de l'autre côté, en tant qu'éditeur, vous avez vous aussi vos propres critères de sélection pour choisir un jeu et se dire il faut que ce jeu tienne la route pour avoir un certain nombre de volumes de jeux qui puissent se vendre derrière, puisque sinon on peut se mettre un petit peu en péril. Donc il faut vraiment faire de bons choix. Comment est-ce que vous faites ces choix justement? Vous avez des critères particuliers? En fait, je pense qu'il y a l'expérience qui intervient aussi là-dedans, parce que quand on se balade sur les festivals, enfin à l'époque, hein, comme disent les jeunes à l'époque, quand on allait sur les festivals ou quand on reçoit un prototype avec une règle en vidéo ou même des règles, en tant qu'éditeur, il faut savoir se projeter. Il faut déjà savoir si c'est fait pour nous. Moi, par exemple, Space Coast sont des jeux pour enfants entre 4 et 7 ans. Autant dire que si je reçois un jeu sur le permis de conduire pour 16 ans, ça ne va pas le faire. Mais on reçoit des prototypes, hein, enfin des règles comme ça. Donc il faut savoir sélectionner ça. Et ensuite, le but quand même, c'est de se dire, OK, si je m'engage sur ce jeu, par rapport à la taille de mon effectif et donc de l'énergie qu'on peut mettre dans un jeu, quel temps, c'est une estimation, quel temps ça va nous prendre. Donc ça, c'est l'expérience qui fait qu'on se dit, bon, là, on va y passer tant de temps, à peu près, hein, donc, et ça va nous monopoliser tant d'énergie. Donc, parce qu'il n'y a pas que le travail de développement, il y a aussi le travail à côté, développement illustration, de design d'objets, notamment dans le jeu pour enfants, où l'objet est quand même une pièce centrale aussi du jeu, hein, encore plus que dans le jeu pour adultes. Donc, il y a tous ces pans-là qu'il faut traiter, qui sont transparents pour tout le monde, en définitive, hein, même pour les auteurs, en fait. Les auteurs,
parfois se rendent pas forcément compte non plus du travail que ça peut engager derrière. Donc c'est bien que ça soit, il y a des gens comme Romaric qui en parlent, de mettre à plat tous les fantasmes qu'on peut avoir sur ces professions-là et de démystifier. Hein. Romaric, je crois, utilisait le mot, il faut démystifier tout ça. Donc la sélection, oui, c'est une évaluation, une estimation de la cible qui est visée. Hein, c'est pas un terme péjoratif, mais le public qui est visé pour ce jeu, s'il correspond à notre ligne éditoriale et de toute l'énergie qu'on va devoir mettre derrière. Ouais. Il y a 3 manières de rencontrer un auteur. La première, c'est on reçoit des mails, on adresse mail dédié ou il nous envoie une vidéo de 3 à 5 minutes sur quel est le propos du jeu, quelles sont les règles, quelles sont les intentions. Donc là, on parle de entre 3 et 500 mails par an à traiter. On fait des rendez-vous auteurs directement sur les festivals, y compris le Flip. Là, on parle d'une centaine de rendez-vous annuels et on peut également faire du travail de commande auprès des auteurs. Et derrière ça, on sort 1 ou 2 jeux par an. Donc, très gros travail de tri, effectivement, grosse capacité de projection nécessaire parce qu'il faut miser sur le bon. Il faut savoir aussi que le marché actuel, ce que je disais au départ, enfin ce qu'on disait d'ailleurs, est de plus en plus concurrentiel. Donc le point positif, c'est que les jeux qui sortent sont en général soit de bons jeux, soit de très bons jeux, soit d'excellents jeux. Il y a quelques années en arrière, il y avait encore des très mauvais jeux qui sortaient. Alors c'est très relatif ce que je dis, mais que ça soit en conception éditoriale ou en développement mécanique, on va dire, du jeu. Là actuellement, maintenant, il est de plus en plus difficile. On est vraiment beaucoup sollicité par les auteurs et les auteurs et il est de plus en plus difficile de faire la sélection parce que, comme le disait Mathieu, enfin nous en tout cas, hein, chez Libellude et chez Spaceco, on sort 3 jeux par an. Bon, il y en a qui en sortent plus, hein, je ne vais balancer personne, mais nous, c'est pour ça que la sélection, elle est quand même hyper ardue et on a beaucoup de demandes en fait. Donc voilà, ça rejoint ce que disait Romaric tout à l'heure sur le nombre d'auteurs et d'auteureux, et encore plus avec le confinement, pour le coup, qui a suscité des vocations. Donc le nombre de mails qu'on reçoit, de ce que disait Mathieu. Romaric, pour conclure votre présence, puisqu'on va laisser votre place à Jean-Louis Roubira dans quelques instants, est-ce que vous avez un petit mot de réaction à chaud par rapport à ce que nous présentent Mathieu et Benoît ? Oui, par rapport à l'acte de création, je pense que il faut pas forcément se freiner quand on a une envie de création, parce que finalement les problèmes liés à l'édition, l'éditeur va nous dire s'ils sont solubles, si on peut les résoudre ou pas. Je pense par exemple à du matériel particulier. Moi, c'est une approche que j'ai de plus en plus, parce que j'avais plutôt l'habitude de créer des jeux autour d'une mécanique ou autour d'un concept mécanique plutôt fort, mais j'avais l'impression au bout d'un moment de tourner un peu en rond, de faire toujours un peu des jeux d'ambiance à base de il faut deviner quelque chose, etc. Donc j'ai trouvé un moyen de me renouveler, c'est de m'appuyer un peu plus sur l'objet, ce qui fait que dernièrement je fais plus de jeux pour enfants. Parce que comme on le soulignait juste avant, c'est vrai que dans le jeu pour enfants, il y a cet aspect manipulation qui est assez important. Et d'ailleurs, ça a suivi en fait l'âge de mon fils. En fait, maintenant il a 6 ans, donc je fais des jeux qui sont pour son âge. Quand il va grandir, je monterai peut-être en gamme au fur et à mesure. Mais c'est que c'est souvent mon premier testeur à l'heure actuelle. Ça m'arrive des fois d'avoir du travail de commande. Alors c'est assez rare, mais je travaille avec des éditeurs qui ont plutôt l'habitude des fois de développer des jeux en interne. Donc, je pense à Nathan ou à d'autres éditeurs qui étaient plutôt dans le domaine du livre, qui cherchent à avoir aussi une gamme de jeux de société. Et ça m'arrive maintenant qu'ils arrivent avec des besoins particuliers, un format très précis, et qu'ils m'appellent pour le développement mécanique. Voilà. Après, ce que je préfère, c'est d'abord de créer des jeux qui m'amusent moi, enfin, où je sens qu'il va y avoir quelque chose d'amusant à l'intérieur. Et après, le but, ça va être de savoir qui est-ce que ça pourrait intéresser dans le marché du jeu de société. Il y a énormément d'acteurs, énormément d'éditeurs en France, donc on a cette chance, ce qui fait qu'on peut taper à plusieurs portes. Voilà. Il y a un peu l'embarras du choix. Ce que disait Romaric, c'est vrai que le marché français est un marché extrêmement structuré, qui a une vingtaine, peut-être un peu plus d'années.
par rapport à d'autres marchés européens ou mondiaux, hein. Par exemple, en Italie et en Espagne, le marché n'est pas aussi structuré qu'en France. Ça a été une des bases du renouveau du jeu de société, la France, hein, clairement. Et je me permets de revenir sur un petit point entre la création et le désir d'édition. Ce sont deux choses différentes. On peut très bien, tout le monde peut être créateur ou créatrice, on peut très bien créer son jeu chez soi et simplement vouloir le créer pour les gens avec qui on vit, sans vouloir vraiment l'éditer. Il faut savoir qu'après, l'étape édition, il faut que ça soit une volonté, il faut être tenace parce qu'il y a, il y a peu d'élus finalement, hein, comme on l'a un peu dit. Et c'est deux choses qui peuvent être associées, bien entendu, mais qui peuvent être différentes. Merci beaucoup Romaric pour votre présence, pour vos témoignages et votre expérience, et aussi pour l'accompagnement des lycéens dans le cadre du projet de résidence de jeu qui a eu lieu ces derniers temps en 2020-2021 avec le support de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose qu'on accueille Jean-Louis Roubira, l'auteur de Dixit, pour prendre la suite de cette émission à nos côtés. Jean-Louis Roubira qui nous rejoint. Bonjour Jean-Louis, auteur du célèbre Dixit. Bonjour. Et pédopsychiatre dans la vie quotidienne. Votre parcours est légèrement différent quand même de celui de Romaric Gallonnier. Évidemment, vous n'êtes pas un clone. Racontez-nous comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du jeu et de la création. Alors, pour faire cette potion, il y a beaucoup d'ingrédients, je pense. Hein. C'est vrai que ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Je pense qu'il y a la culture familiale déjà, c'est-à-dire un milieu où on joue beaucoup. Donc ça compte beaucoup, je pense. Et puis après, pendant les études, on rencontre des amis qui ont envie de faire du jeu de rôle, de faire du wargame. Donc voilà, on va s'initier à des choses comme ça. Mais on se rend compte qu'en fait, à l'époque, c'était dans les années 80. Donc on va dire que le monde du jeu n'avait pas la même physionomie qu'aujourd'hui. On était assez isolés. Alors il y avait les gros jeux que tout le monde connaît, les grands jeux familiaux. Mais nous, voilà, on jouait. Moi, je travaillais sur des scénarios à faire jouer et j'adorais voir les gens comme ça s'immerger dans une histoire, dans une épopée, une aventure commune. Après, il y a eu un événement quand même qui a été déclencheur, c'était l'arrivée au début des années 80 du jeu Trivial Pursuit. Et moi, j'étais étudiant à cette époque-là et je me suis rendu compte que là, les soirées étaient autour de ce jeu, en fait. C'était devenu un événement, presque une révolution, c'est-à-dire Exit, tous les jeux qui existaient. On avait l'impression que le marché était figé. Bon, à cette époque-là, c'était très peu mobile. Et là, tout à coup, on découvrait que on pouvait passer des soirées entières à rigoler autour d'un jeu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je me suis promis là, à ce moment-là de faire un jeu pour donner du plaisir aux gens. Voilà, c'était vraiment. Je me suis fait cette promesse. Voilà. Et du coup, ça a donné Dixit. Alors, en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, on jouait à un jeu, mais qui n'était pas un jeu commercialisé. C'était le jeu du dictionnaire. Je ne sais pas si les gens connaissent encore aujourd'hui. Je pense que oui, c'est un jeu qui existe. Alors, vous cherchez un mot que personne ne connaît, et puis on essaie d'inventer une définition. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le côté inventif. Et comme il n'existait pas vraiment dans une boîte commercialisée, on avait décidé avec un ami de le faire, de le produire. Donc, on s'est mis à éplucher tous les dictionnaires, à relever tous les mots un peu cocasses. Et on est monté à Paris au mois de février avec la petite Super 5. On a traversé le Larzac sous la neige pour rencontrer les éditeurs avec notre petite boîte. Donc, ça s'appelait Definissimo à l'époque. Et c'était intéressant. C'était vraiment un univers qu'on découvrait, le monde du jeu. On avait rencontré Nathan justement, et à cette époque-là, il nous avait dit, vous savez, on reçoit 50 prototypes de jeux tous les jours, on en prend un par mois. Donc il nous avait laissé entendre que c'était compliqué, déjà dans les années 80. Et on avait quand même trouvé un éditeur toulousain, mais en fait, il n'y a pas eu de suite. Donc Dixit a été, on va dire, une résurgence 15-20 ans après de cette idée-là, mais reformulée et puis croisée avec des images. Et du coup, il y a eu Dixit et avant ça, il y a même eu Jericho, si je me souviens bien, qui a été As d'or à Cannes. Jericho, oui, tout à fait. Quand je disais tout à l'heure, quand vous parliez de la marmite, je pense que pour moi, alors dans la conception de jeu, c'est vrai on pourrait dire qu'il y a deux grands. Il y a le côté mécanique du jeu et le côté thème. Et souvent, le mieux, quand le jeu marche, c'est que ça se marie bien. Il y a une belle alliance entre les deux. Moi, je partais souvent de la thématique parce que
j'adorais me documenter, chercher. Donc Jéricho, c'était une passion pour la mythologie, une passion pour les mégalithes. Donc j'étais parti en Bretagne, voilà, rencontrer des écrivains qui parlaient des mégalithes. J'avais lu des bouquins sur les premières villes de l'humanité. Bon, je pensais que c'était Jéricho, mais en fait, il y en a eu. Enfin, j'ai découvert plein d'autres choses. Et en même temps, j'étais passionné aussi à cette époque-là, il y avait des jeux comme Abalone, Quarto, donc des jeux de réflexion abstraite. Et bon, moi, j'étais aussi joueur d'échecs et j'avais envie vraiment de créer un jeu de réflexion abstraite, mais avec quand même une thématique qui colle bien. Donc voilà, c'était cette histoire-là. Donc j'ai participé au concours. Comme le disait tout à l'heure Romaric, et comme vous le disiez, c'est toujours compliqué de se faire connaître. Et à cette époque-là, on était il y avait peu de monde, peu d'éditeurs. Et il y avait le concours des créateurs de jeux international de Boulogne-Billancourt. Donc j'avais participé à ce concours et c'est comme ça que j'avais été primé et que c'était une façon d'entrer, de se faire connaître dans ce monde-là, qui était petit à l'époque, mais qui a bien grossi. Donc, deux jeux qui ont été édités avec des schémas de vie complètement différents. Ouais. C'est vrai qu'à vous écouter, on pourrait penser que finalement ça a été assez facile, mais je crois que c'est pas le cas. En fait, c'était quand même un parcours long, assez semé d'embûches, parce que justement, donc le premier, des déceptions, le fait que on pense qu'on va être édité, puis ça se fait pas. Un éditeur qui se lance, puis finalement, quelques temps après, il fait faillite, et du coup, voilà, le jeu ne va pas vivre la vie qu'on aurait souhaité qu'il vive. Et puis aussi la difficulté à rencontrer un éditeur. Enfin, pour Dixit, ça a été un peu le cas, quoi. Au départ, les éditeurs aimaient beaucoup le jeu, mais en fait, étaient un peu frileux parce qu'ils se disaient que ce n'était pas du tout dans l'air du temps, quoi. Enfin, en tout cas, ils pensaient que ce n'était pas dans l'air du temps. Il a fallu de la patience, de la persévérance, et le plus important, le fait d'être à deux dans la démarche. C'était déjà le cas pour le premier, mais c'était le cas aussi pour Dixit. C'est-à-dire une personne qui est là et qui vous redonne confiance quand à un moment donné, on commence à être un peu désabusé. Et qui dit non, t'inquiète pas, on va y arriver. Je sais que le jeu a du potentiel, on le voit quand on le fait jouer, mais pas seulement à la famille, mais aussi dans des associations, dans des festivals. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc il faut y aller, il faut continuer, il faut persévérer. Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, j'allais faire un petit clin d'œil à Régis Bonessé, qui, je pense, est la personne dont on parle et qui nous a tous mis le pied à l'étrier dans nos aventures systématiquement avec Libellude. Et il faut savoir que c'est par Dixit qu'a été créé Libellude aussi, donc Dixit donc le proto de Jean-Louis est à l'origine de la création de la maison d'édition. Parce qu'aujourd'hui, la maison d'édition Libellude à Poitiers, c'est combien de salariés? On est 21 salariés aujourd'hui, avec une grosse croissance. On était 5 ou 6 il y a encore 5 ans, donc quand je parlais de professionnalisation et de spécialisation tout à l'heure, pour exemple. C'est là où le jeu de jambes entre artisans et professionnels, l'artisan est professionnel, et avec une équipe de plus en plus grande, on peut se dire que le marché se porte quand même de façon très intéressante et que c'était une vraie réussite, tout autant que les jeux Libellude, hein. Bien d'autres bien sûr, hein, pour encourager les auditeurs de l'émission à aller voir ça, ainsi que ceux de Spaceco, bien sûr, pas de jalousie. Oui, les autres jeux, c'est sans commune mesure, hein. Le fait qu'on ait été créé autour de Dixit et pour Dixit, c'est toujours lui qui nous fait vivre. Je pense qu'il représente encore plus de 80% de notre chiffre d'affaires. On est à pas loin de 9 millions de boîtes vendues depuis le début de l'aventure. Donc oui, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire, même à l'échelle du jeu de société moderne. Et du coup, je me réadresse à Jean-Louis. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire à l'attention des acteurs, des auteurs qui se lancent, voire des structures qu'ils pourraient aller rencontrer pour les aider ou les accompagner? Je peux faire des recommandations. Alors, au niveau structure, c'est vrai que moi, j'étais assez isolé. Bon, j'ai toujours travaillé à deux, mais je sais qu'il existe des structures comme la société auteur-jeu, et je pense que c'est bien. Ce que je peux recommander aux joueurs, c'est déjà d'écouter leurs envies, de s'intéresser à tout ce qui se passe autour, d'observer, de regarder. Moi, je pense que dans la genèse de la création, tout ce dont on s'est nourri avant, que ce soit la littérature, la peinture, les arts, je dirais en général, les rencontres, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment important. Moi, je me suis beaucoup inspiré de choses que j'observais pour créer un jeu. Des fois, ça pouvait être une image, ça pouvait déclencher quelque chose, et hop, j'étais parti. Donc, je dis vraiment, écoutez tout ce qui se passe autour, écoutez-vous, écoutez vos envies, même si des fois, vous avez l'impression que c'est pas dans l'air du temps, c'est pas à la mode, c'est pas grave. En fait, si vraiment il y a
si vraiment ça vient du fond de soi et qu'après la mécanique, elle est à la hauteur, ben ça touchera son public à un moment donné ou à un autre. Donc ne pas avoir aussi peur de se faire piquer son idée. Il ne faut pas rester sortir de chez soi, quoi. Il faut rencontrer les gens. Comme disait Romaric, faire tester le jeu au-delà du cercle des amis, de la famille, voir les retours et être aussi avoir une certaine humilité. Bon, on peut se dire tout à coup dans l'excitation, tiens, voilà, j'ai trouvé l'idée du siècle et tout, mais en fait 2 heures après on se dit ah ben non. Quand on a testé et retesté, on se dit bah non, ça casse pas 3 pattes à un canard. Bref, et du coup se dire mais si on est persuadé d'avoir trouvé le truc super et que les autres nous disent ouais bof, écouter et se dire bon ben tant pis, je lâche ça et puis je vais travailler autrement ou je prends une autre idée. Bon voilà, c'est différentes petites idées comme ça à lancer, mais Et justement, Mathieu, Jean-Louis, Benoît, on entend souvent dans le milieu du jeu ce type de réflexion qu'on se fait tous, hein, c'est peut-être très français d'ailleurs. Ah oui, mais ce jeu il ressemble trop à celui-ci, trop à celui-là, trop à cette mécanique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore capable aujourd'hui, qu'il est possible de produire des mécaniques suffisamment innovantes pour que personne ne puisse dire ça ressemble trop à ceci ou à cela et ça va fonctionner? Moi, j'ai une question à renvoyer à cette question, c'est est-ce qu'on est encore capable de faire des nouvelles musiques avec toutes les musiques qui ont déjà été créées? Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Donc, non, mais en fait, je pense la partie, parce que même dans le métier de l'édition, il y a une partie création pour nous qui est un peu différente aussi. Mais en fait, pour moi, c'est la création, oui, mais c'est de la digestion aussi. C'est comme le disait Jean-Louis, on capture tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on a vu avant, tout ce qui se fait. Donc inconsciemment, on peut ressortir des mécaniques qu'on a digérées, mais sous une autre forme. Il y a une appropriation aussi, hein, clairement. Mais de toute façon, il est clair que la personne qui a inventé le jeu de dés, autant dire que voilà quoi, le dé est exploité sous toutes ses formes. Il y en a certainement encore d'autres formes à exploiter dans le futur. Donc non, il y a encore de la place, il y a de la digestion, il y a de l'appropriation, et puis c'est ce qui fait les nouveaux jeux aussi, clairement. Et oui, il y aura toujours des choses qui ressembleront à des choses et des choses qui seront des adaptations d'autres choses. Mais au final, même à mécanique égale, à thématique égale, ce qui va vraiment compter, c'est l'expérience, c'est le plaisir. Et c'est vraiment ce qui va être distinctif dans les expériences de jeu. Merci beaucoup pour ces réponses. Quels sont vos conseils à vous en tant qu'éditeur? Parce qu'on a entendu les conseils de l'auteur à destination des auteurs et d'éditeurs à peut-être de futurs éditeurs ou potentielles personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce milieu-là. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Écouter et se faire confiance. Éviter d'un tour d'ivoire de ça, je sais que ça va marcher et je vois pas ce qui se passe par ailleurs. C'est vraiment être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, à l'écoute de ce à quoi les gens jouent, de ce que les autres éditeurs sont en train de faire, pour essayer de faire quelque chose qui s'inscrit dans l'air du temps ou qui va être quelque chose de très nouveau, quelque chose de très avant-gardiste. Mais oui, toujours avec l'idée de se faire confiance et d'avancer. Il y aura beaucoup d'étapes compliquées et ça va être la même chose que pour un auteur qui va amener un prototype à un éditeur. L'éditeur, il va amener des jeux à des distributeurs et lui aussi, il va devoir convaincre, lui aussi, il va devoir prendre des critiques et voilà, écouter et se faire confiance. Ce que dit Mathieu, non, mais oui, c'est ça, c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe, mais je rajouterais qu'il ne faut pas perdre son identité non plus. Parce qu'on a toujours enfin moi c'est comme ça que je le pense, hein. Je dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais il y a ce côté artisanal qui fait que quand on édite un jeu, même si nous ne sommes pas les auteurs, enfin pour ma part, on y met notre âme en fait dedans. Parfois ça se voit pas du tout, c'est totalement transparent et c'est la plupart du temps c'est comme ça. Mais il faut garder sa propre personnalité parce que c'est ce qui fait qu'on va sortir du jeu normalisé, on va dire, ceux qui se ressemblent un peu tous, hein, c'est-à-dire les jeux qu'on voit en mass market, les bourricots, il y en a je ne sais pas combien de déclinaisons. Donc quand on parle d'appropriation et de digestion, c'est pas ça, hein, c'est pas la copie exacte d'un jeu existant. C'est ressortir sous une autre forme des mécaniques qu'on a pu rencontrer. Mais il ne faut pas perdre son identité parce que c'est ce qui va aussi nous guider finalement. Et qu'on soit une petite boîte ou une grosse boîte. Et alors, question à tous les trois également, qu'est-ce qui fait selon vous un jeu à succès? C'est quoi vos exemples? Vous avez des exemples sous le coude? Il faut qu'il soit bon. Non. Excellent maintenant. Pas bon, excellent. C'est quoi des jeux excellents? Il n'y a pas de recette miracle. Et puis tout est relatif, mais moi je pense que depuis ces dernières années, il y a des jeux qui racontent des histoires, ce qu'on appelle des jeux narratifs, qui sont très bien dans leur domaine.
pour les autres jeux qui ne racontent pas spécialement d'histoire, moi, je pense que le thème doit être là pour être au service de la mécanique. C'est-à-dire le thème permet d'expliquer le jeu de la manière la plus intuitive possible. C'est un peu différent des jeux narratifs dans lesquels le thème est hyper présent et c'est l'atout principal. Donc moi j'ai tendance à penser que quand on a un thème qui sert le jeu, qui facilite l'explication et donc la mécanique est très bonne, bah là on n'est pas loin d'avoir tout bon. Hein, et c'est pas une science exacte du tout. Dans les tendances qui se dégagent des 5 dernières années, il y a un peu l'hyper-personnalisation dans les jeux. C'est-à-dire que je vis mon expérience différente de celle des autres joueurs et effectivement, ça me raconte une histoire. Et ce pan narratif, comme disait Benoît, il est très développé aussi depuis 5-6 ans. On est souvent en écho de ce qui se passe dans le jeu vidéo 6-7 ans après, donc on est très attentif à ce qui peut se passer, parce qu'on a des équipes qui sont moins développées. Il y a des choses très intéressantes, et c'est pour ça que quand Benoît disait qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe, il y a d'autres secteurs qui font des choses, et c'est malin d'aller voir ce qu'ils font pour avancer. Et pour dire qu'est-ce qui fait un bon jeu aujourd'hui, dans nos créneaux, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple dans l'approche et dans le propos. Je dois assez rapidement comprendre ce que je suis en train de faire, à quoi je suis en train de jouer, parce qu'on a envie d'aller toucher du public familial, on a envie d'aller toucher le plus grand nombre, on n'a pas envie d'avoir 30 pages de règles avec 15 exceptions dans tous les sens. Donc de la simplicité et à la fin du plaisir de jeu, l'envie de rejouer, clairement. C'est ça, l'envie de rejouer. En fait, la fin de la partie, si le plaisir est allé en augmentant, c'est tout bon. Alors le truc, enfin pour moi c'est une sorte de critère, mais quand les gens après la partie se racontent leur partie, non seulement après la partie, mais quelques jours, quelques temps après, là c'est bon, quoi. C'est open bar. Et il y a aussi un fait, tu disais que le jeu narratif s'était inspiré pas mal du jeu vidéo, mais c'est marrant, c'est une sorte de boucle, parce que le jeu vidéo lui-même s'est inspiré du jeu de rôle et des jeux de société au départ, en fait, hein, des livres dont vous êtes le héros, des jeux de rôle, donc une espèce de boucle en fait qui s'est faite. C'est assez drôle parce que finalement, les milieux sont assez proches, assez imbriqués. Si je le savais, en fait, pareil comme tout à l'heure, je ne me pose pas trop la question, quoi, mais on essaie de saisir l'air du temps, mais en fait, ça va tellement vite qu'une fois qu'on l'a saisi, il est déjà passé. Donc, non, pas de point. Il faut savoir jongler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'air du temps et ce qu'est notre personnalité en tant que maison d'édition. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va être à peu près stable, c'est notre personnalité, même si elle va évoluer, hein, on va avoir des différents regards, mais il faut toujours qu'il y ait un noyau, parce que comme dit Jean-Louis, l'air du temps, le lendemain, c'est plus là, quoi. Ça peut être ça. Oui, puis l'air du temps, quand il y a 2 ans de développement, c'est dommage, quoi. Eh bien, merci à tous les trois pour ces clés de compréhension sur ce que peuvent être les métiers du jeu, notamment entre l'auteur et l'éditeur et tous les métiers avoisinants qui tournent autour. On l'a bien compris, derrière chaque histoire, chaque boîte de jeu, c'est une histoire de vie avec une équipe, avec différentes personnes qui parfois ne se connaissaient pas du tout. Hein. Je pense aux différentes rencontres entre auteurs et éditeurs que l'on voit régulièrement sur différents événements et qui donnent lieu à des créations derrière avec des développements qui peuvent prendre jusqu'à 3 ans, même j'ai parfois entendu 5 ans sur certains projets. Donc c'est extrêmement long, donc c'est un vrai temps de travail. Et donc au fil de ces aventures, on voit que le secteur du ludique se développe en espérant qu'il rattrape définitivement le train des autres secteurs culturels ou pas pour garder sa propre identité après tout, n'est-ce pas Benoît ? Oui, c'est pas une obligation. Hein. Non, mais il faut vivre à notre rythme de développement. On est déjà allé beaucoup plus vite, je pense, que les autres secteurs en leur temps. Mais c'est pas une course en fait. Clairement, il faut prendre le temps de développer le secteur tranquillement et tout le monde sera content. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci à Romaric Galloni aussi d'être venu tout à l'heure. J'en profite pour remercier à nouveau la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de tourner ces différentes émissions très spéciales avec des éditeurs, des auteurs, mais également des lycéens dans le cadre de la première émission qui tournait autour du sujet résidence de jeu, d'auteurs de jeux au sein des lycées de Venours dans la Vienne et de Perrochon à Parthenay dans les Deux-Sèvres, avec Romaric Galloni comme auteur, maître de jeu autour de tout ça. Le département et l'IFCAM et leurs étudiants qui nous accueillent pour nous permettre de réaliser ces émissions avec un chouette plateau télé au sein d'un écrin de verdure. J'espère qu'on reviendra faire un pique-nique une fois que le Covid sera terminé, ça vaudrait vraiment le coup, avec peut-être les derniers jeux de Jean-Louis Roubira. Et enfin, merci à tous ceux qui nous regardent, merci aussi à la communauté de communes de Parthenay-Gâtine et au Festival ludique international de Parthenay. Et j'encourage tous les événements ludiques, bien évidemment, à reprendre le plus tôt possible pour que tout le monde puisse se retrouver autour d'une bonne partie de jeu. Donc cet été, sortez et allez jouer. Merci beaucoup Étienne. Merci.